Bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition de Tribune Libre en compagnie de Laurent Gradel, notre consultant football. Bonsoir Laurent. Bonsoir David. Et Philippe Paulet, lui, consultant de l'arbitrage. Bonsoir Philippe. Comment ça va messieurs, ça va très bien. Un très beau match Laurent qui s'est déroulé au Stade de l'Aube samedi soir, une fois n'est pas coutume. Un FC Nantes qui était venu pour jouer, ce qui a rendu service à l'Estac parce que l'Estac aime bien jouer contre des équipes joueuses. Ça libère un petit peu le jeu comme on dit. C'est vrai, tout à fait. C'est agréable de venir parler d'un match de cette qualité-là. On a vu deux équipes qui venaient vraiment pour faire du football. Bon, à mon avis, Nantes a été quand même assez contrarié par le jeu troyen, qui a été de très bonne qualité. Peut-être certainement le meilleur match depuis le début de la saison. Ouais, c'est vrai, Landry Chauvin l'a admis. La force collective troyenne a déstabilisé son équipe. Du côté troyen, on avait un doute avant le match. C'était la présence de Philippon, le troisième gardien de cette équipe. Un doute parce qu'il n'avait jamais gaulé à ce niveau, si ce n'est en championnat de France de national, mais c'est un autre niveau. Et finalement, on n'a pas été trop déçus, Laurent. C'est vrai que la peur qu'on pouvait avoir, c'était qu'il se mette une pression terrible parce qu'il sait quand même cette décision-là depuis pratiquement un peu plus d'une semaine. Et on a vu qu'il a vraiment très bien réagi. Et surtout il a la chance d'avoir, au bout de 3 minutes de jeu, cet arrêt-là à faire. Ouais. Et donc c'est un arrêt qu'il met tout de suite ça le met tout de suite dans le match, ça le rassure. Ah, oui, vous qui avez été un ancien gardien, vous savez... Exactement, puis Philippe aussi, hein, et un ancien gardien de but. Donc c'est vrai que ça l'a mis totalement en confiance tout de suite. C'est vrai qu'il n'a pas, finalement, quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé dans le match pour lui, il n'a pas eu grand-chose à faire non plus. Hein. Non, il n'a pas eu grand-chose. Il aurait pu peut-être intervenir 2 ou 3 fois dans le domaine aérien, peut-être sortir, essayer de s'imposer au point. Mais bon, il a fait 2 arrêts réflexes de grande qualité. Celui-là, en début de deuxième mi-temps. Tout à fait, sur le tir qui est contré par Rincon. Et puis, il ne faut quand même pas oublier que c'est un garçon qui a 21 ans et son premier match, il a en face de lui Sébastien Wiltord. Oui. Donc, c'est quand même quelque chose d'important et puis de mémorable pour lui, quoi. Et donc il s'en est très bien sorti, et je pense que ses coéquipiers ont eu aussi une bonne part dans sa réussite, parce qu'ils ont été quand même très solidaires, ouais, ils l'ont bien dans protégé. Le domaine aérien. Il était en confiance dès le départ, dès le début du jeu. Ouais. Et c'est vrai qu'après ça, pour un gardien, c'est d'être libéré, mais après ça, on fait des prouesses. Ça rassure. On l'a dit tout à l'heure, Landry Chauvin était un petit peu fataliste en disant que l'équipe troyenne avait été très bonne collectivement. On le sait, depuis le début de saison, cette équipe troyenne a une facilité dans le jeu de passe, dans les déplacements, ce qui aurait tendance parfois à être pris pour de la suffisance. Patrice Carteron, je crois l'an dernier, l'avait souligné comme de l'arrogance, pardon. Et là, on peut dire que certains gestes techniques, certaines facilités pourrait parfois un petit peu, Obadi qui fait une passe aveugle, ça pourrait peut-être un petit peu jouer contre les Troyens, et puis ça pourrait peut-être provoquer des blessures parfois parce que l'adversaire est excédé de se faire un petit peu balader, quoi. Moi je suis pas trop partisan de ce genre de passe, hein. C'est le meilleur moyen justement pour énerver un petit peu l'adversaire et puis risquer la grave blessure. Bon, de temps en temps pourquoi pas, mais il faut surtout pas en abuser, surtout qu'on n'a pas besoin, je pense, d'en rajouter par rapport à la qualité du jeu qu'on est capable de mettre en place, surtout par rapport à cette équipe de Nantes qui a vraiment couru énormément après le ballon. Soulignons quand même la fluidité une fois de plus dans le jeu troyen installé par Jean-Marc Furlan. C'est toujours dû à ces déplacements incessants de la part de Faussurier, de la part de Marcos qui dézone sans arrêt, de la part de Obadi qui a un gros volume de jeu, et puis surtout l'apport, faut le signaler, l'apport des 2 latéraux a été très important offensivement, que ce soit Fabrice Nsakala comme Sidibé. Ils ont été vraiment le plus offensivement. Pour désigner un homme du match, il aurait été facile de dire tout simplement que Marcos dos Santos méritait donc ce prix. Mais vous allez voir, j'ai choisi un autre homme qui a été tout aussi important dans le jeu. C'est au cours de cette séquence qu'on va le découvrir. Titulaire un petit peu surprise, Laurent, Julien Faussurier s'est installé à droite et il a plutôt bien rempli son office à droite en délivrant plusieurs bonnes passes. C'est la vraie bonne surprise de ce samedi soir.
C'est un bon retour qui fait surtout plaisir parce que il était un petit peu dans l'ombre et complètement effacé même depuis le début de la saison. Et là on s'aperçoit qu'il a retrouvé pas mal de points de repère. Il a été très précieux dans le jeu. Grosse animation, il s'est souvent retrouvé seul, surtout en première mi-temps. Grosse animation et puis surtout j'ai trouvé quelqu'un qui avait beaucoup de jus. Il était capable de faire même la différence sur une course au niveau de la vitesse de course. Donc c'était vraiment le plus. On aurait très bien pu dire l'homme décisif puisqu'il aurait très bien pu faire 3 passes décisives. Oui, puisqu'il a délivré 3 caviars, 2 pour Caceres, 1 pour Obadi, qui n'ont malheureusement pas marqué, mais qui démontrent une fois de plus que dans son couloir, il a été très actif, mais ici très précis, puisqu'à chaque fois ça aurait pu faire mouche. Effectivement, bravo à Julien Faussurier, donc titulaire, surprise, c'est vrai. Jean-Marc Furlan, d'ailleurs on peut en parler, Jean-Marc Furlan avait bouleversé son dispositif, il avait mis Marcos en attaque, il avait mis Obadi en meneur de jeu, Faussurier donc à droite, c'est un petit peu surprenant tout ça. Oui, c'est vrai qu'au départ on en avait parlé juste avant le coup d'envoi, on était un petit peu surpris qu'il ne fasse pas rentrer par exemple Benjamin Psaume, ou qu'il ne fasse pas reculer un petit peu Marcos et puis mettre pourquoi pas Mohamed Camara. Et il a carrément sorti Mohamed Camara du groupe. Qui venait de marquer à la limite, ça peut s'expliquer peut-être qu'il n'aurait peut-être pas été titulaire, donc il a fait 90 minutes pleines avec la réserve le lendemain. Mais c'est vrai que les choix ont été surprenants, mais ont été surtout payants. Oui, on l'a vu, même si Grax n'est pas rentré, Psaume a quand même fait une rentrée intéressante. On va maintenant s'intéresser à la séquence de notre ami Philippe Paulet, avec une séquence très intéressante, puisque en première mi-temps, Djibril Sidibé était victime d'une faute qui n'a pas été sanctionnée d'un pénalty, alors que les images semblent prouver le contraire. Je suis d'accord avec Laurent Gardel pour dire qu'il y avait pénalty. Eh bien, on va le disséquer. On va regarder. Constatons avec les images pour essayer de savoir, de démêler le vrai du faux. Alors, on regarde les images, et puis vous allez nous dire, Philippe, s'il y avait ou non pénalty. Alors, il est vrai que là, à l'œil nu, effectivement, on peut se dire il y a pénalty. Maintenant, l'arbitre n'est pas loin. Le joueur, c'est sûr, le défenseur est en retard. Ça c'est clair, le défenseur est en retard. Ce qui a pu tromper l'arbitre dans sa décision, c'est l'exagération de Djibril. Voilà, exactement. C'est pas pour ça non plus qu'il faut aller se faire fracasser la jambe, c'est clair. Oui. Hein, mais par rapport à là, on peut éviter le joueur sans pour cela démultiplier un saut. Et puis, je pense, c'est ce qui a trompé l'arbitre. Mais ce qu'on peut constater sur les images, et ce qu'on a constaté avec Laurent, c'est que le Nantais, il est en retard. Il est très en retard. Il est en retard, c'est clair. Et il semble arracher la jambe. Là, je pense que le contact est quand même, on va dire, assez minime parce que l'arbitre est juste derrière. Oui. Mais c'est catégorique. Automatiquement, le joueur est en retard par rapport à l'attaquant. Maintenant, monsieur Falcon, ne siffle pas. Il prend sa décision, c'est clair. À l'œil nu, on pourrait très bien dire ici, il y a pénalty. Laurent. Il y a surtout quelque chose qui ne trompe pas, c'est la réaction des différents Nantais qui sont dans la surface. Ils se retournent tout de suite vers l'arbitre en disant non, parce qu'ils savent très bien qu'il y a faute. Voilà. Ils savent très bien qu'il y a faute. Là, on va s'apercevoir, il y en a 3 là et qui lèvent tout de suite la main. Voilà. Ils se retournent et puis non. L'attitude des Troyens, c'est plutôt l'étonnement, quoi. Mais pourquoi vous ne sifflez pas? Mais quand on regarde tout de suite le réflexe du joueur, lequel? Sidibé qui est victime, qui est fauché. Mais il y a contact. Il y a un contact au départ, c'est sûr, il est en retard. Mais tout de suite, on va le voir. Il regarde la décision de l'arbitre. Naturellement, il y a l'amplification de la faute, et il regarde l'arbitre. Tout de suite, c'est se dire, effectivement, il siffle ou il siffle pas. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la problématique du football, où justement, on cherche à amplifier par rapport au pénalty, pour chercher justement la faute et le pénalty. Bon, c'est vrai que là, on a très bien pu siffler. Oui, puisque moi, à vitesse normale, et puis dans les tribunes, on s'aperçoit qu'il y a touché, on s'aperçoit que le Nantais est très en retard. Est en retard, voilà. Ouais. Après ça, il y a l'exagération, contact ou pas contact, bon là, on ne peut pas le déterminer, l'arbitre est à côté, mais quand on regarde en première intention, je le dis toujours, effectivement, il peut y avoir pénalty. Là où il n'y a pas discussion, c'est sur la blessure de Julien Outrebon, il y a faute. Il faut souligner l'attitude de M. Falcon qui a mis un carton jaune en premier lieu et qui a su revenir ensuite. Tout à fait, c'est l'application des lois du jeu par rapport à la gravité de la blessure, exclusion du joueur. Donc il appelle c'est malheureux par rapport à... Oui, c'est malheureux.
Ça ne remplacera jamais justement l'agression qu'il y a pu y avoir sur le joueur, c'est clair. Non. Tout juste peut-on signaler l'attitude d'Ngoyi qui n'a souhaité ne pas en rajouter, il valait mieux pas, parce qu'avec une malléole, un péroné cassé. Même l'attitude de Landry Chauvin, il s'est tout de suite inquiété du joueur dès qu'il est sorti. Après, il a été voir Julien Outrebon dans les vestiaires, c'est vrai. À la limite, je pense qu'ils ont été aussi affectés un petit peu par ce geste malheureux. Et on s'aperçoit quand même Ngoyi qui a fracassé le péroné de Outrebon sur une action de jeu. Et qui sort avec le joueur. Bon, c'est vrai que le contact est dur, parce que on ne l'a pas vu, mais le contact est très dur. C'est toujours malheureux quand on a blessé gravement quelqu'un, c'est clair. Outrebon qui a donc été blessé au péroné, enfin fracture du péroné avec arrachement des ligaments. 4 mois a priori d'immobilisation avec minimum. Il a été opéré dimanche matin à Montier-la-Selle et il est probable qu'on ne le revoit pas de sitôt sur les terrains de Ligue 2. Excellent résultat donc pour les Stacks face à cette équipe de Nantes. Ça ouvre des portes forcément puisque les Stacks se retrouvent 3e ex-aequo. La trêve approche finalement, Laurent, on a tendance à penser que les Stacks se placent et peut rêver à autre chose que le maintien. Il y a surtout 2 chiffres importants pour moi, c'est qu'on est le seul club de 2e division à n'avoir perdu que 2 matchs. Même Clermont a perdu 3 fois déjà. Sedan a perdu 3 fois. Bastia a déjà perdu 3 fois aussi. On est la meilleure défense du groupe. Avec 10 buts, avec Guingamp. Donc ça veut dire que quelque part, il y a quand même une grosse solidité défensive, ce qu'on n'avait pas l'année dernière. Tout à fait. Et même si on manque encore un petit peu d'efficacité, on l'a vu encore avec Caceres qui a eu quand même quelques opportunités de pouvoir conclure, on s'aperçoit quand même que je pense qu'on ne sera pas loin de la vérité si on continue sur ce rythme-là. D'autant que un joueur comme Outrebon s'est blessé. On peut penser aussi que derrière, il y a des joueurs comme Drouin, il y a des joueurs comme Jarja, il y a des gens qui peuvent le remplacer, ou Rotter qui a évolué avec la réserve. On a moins de problèmes, donc du coup, on focalise moins sur ces blessures. C'est malheureux pour Julien Outrebon parce que c'est vraiment le type de joueur qui est intéressant pour un entraîneur. Il est polyvalent et surtout, il est performant à chaque fois qu'il évolue. Et puis c'était surtout déjà un joueur qui avait quand même un certain passé, donc pas mal d'expérience, et on perd un joueur précieux. Un joueur précieux. C'est vrai que c'est dommage. Merci en tout cas, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Pas d'émission la semaine prochaine, puisque vous le savez, les Stacks ne jouent pas. Match amical à Montargis, je crois, face à Tours. C'est l'occasion de tester Philippe dans les buts, je crois. Tout à fait. Je vais chercher mes gants et mon short. Merci en tout cas, cette semaine. Messieurs. Puis on se retrouve donc dans 2 semaines pour un prochain match de les Stacks. Merci et à très bientôt. Au revoir.